Ces sessions politiques, je voudrais que vous remerciez, que vous applaudissiez toutes les équipes techniques. Parce que s'il fait chaud pour vous, il fait très, très chaud pour les équipes techniques. Les journalistes, tous ceux qui relaient l'événement, j'ai oublié leur prénom, mais il y a nos deux amies qui sont les traductrices. Elles sont dans des cabines, qui sont des cabines de sauna. Vous pouvez aussi les applaudir. Bref, applaudissons tous ceux qui participent à la réussite de cet événement. Alors, c'est la troisième et dernière session de ces rencontres entre les personnalités politiques que je remercie encore une fois d'avoir accepté de jouer le jeu. Jouer le jeu du format, qui est innovant. Je vois Virginie Calmels, qui sait ce que c'est qu'un format. Et le jeu aussi de ces questions-réponses avec les chefs d'entreprise. Donc, trois personnalités politiques, Alain Juppé, Ramayad, Marie-Noëlle Lienemann, qui vont se succéder dans un exercice identique pour chacune d'entre elles, devant trois chefs d'entreprise qui seront ici. Je vous rappelle les quatre éléments, les quatre points forts de cette rencontre politique entrepreneur. Tout d'abord le pitch, ou comment déclarer sa flamme en 1 minute 30. Ensuite l'échange pour expliquer son programme. 3 questions de 5 minutes. 5 minutes pour les réponses, évidemment. La vision de la France, 2 minutes, toujours chronométrée. Et puis le mot de la fin, une tablette ici qui permettra quelque part d'imprimer sa marque et de permettre à l'assistance de retenir ce que vous avez envie de lui dire. Je vais appeler nos trois chefs d'entreprise. Elle est PDG du groupe Tuan à Saint-Étienne. C'est le leader européen des dispositifs médico-techniques. 5 filiales en Europe. Les ceintures lombaires, elle sait ce que c'est. Elle excelle dans leur fabrication. C'est une histoire de famille et d'innovation depuis 1847. Elle incarne la nouvelle dynamique du textile français insufflée par Yves Dubief et Emmanuel Buteau à l'UIT. Elle est coprésidente du METI, le mouvement des entreprises de taille intermédiaire, et elle joue la carte des partenariats ETI Startup. Merci d'accueillir, s'il vous plaît, Elisabeth Ducoté. Encore une femme, avocat associé au cabinet Capstan depuis 16 ans, Capstan spécialisé en droit social, 200 avocats au service de tous les secteurs d'activité, toutes les tailles d'entreprises, de Deliveroo jusqu'à l'Air Liquide, pour ne citer que ces deux entreprises. Et Dieu sait qu'en droit social, le président Gattaz en parlait hier dans son discours d'inauguration, elle a du pain sur la planche. Anne Murgier, qui nous rejoint sur scène, aux côtés d'Elisabeth Ducoté. Bonjour et merci d'être avec nous. Troisième personnalité du monde de l'entreprise, il est directeur général du groupe Suez depuis 2008, un groupe qu'il connaît bien, un groupe français qui rayonne dans 70 pays par ses expertises et puis sa capacité d'innovation, des enjeux de l'eau au Moyen-Orient jusqu'au traitement de la pollution en Chine, des métiers, des compétences qui changent pour 80 000 collaborateurs, résolument tournés évidemment vers demain et en particulier vers le smart et les solutions intelligentes. Je vous demande d'accueillir Jean-Louis Chaussade, qui nous rejoint. Jean-Louis Chaussade. Merci d'être avec nous. Installez-vous, je vous en prie, aux côtés de nos deux autres chefs d'entreprise. J'ai appelé la première personnalité politique qui va se prêter au jeu et à l'exercice, maire de Bordeaux, ancien Premier ministre et candidat à la primaire de la droite et du centre, Monsieur Alain Juppé. Alain Juppé, merci d'être avec nous. Merci de votre accueil et merci de votre stoïcisme dans cette chaleur assez étouffante. Je suis très admiratif. Alors j'ai 3 chiffres pour vous présenter Alain Juppé. Alors j'ai mené ma petite enquête, je ne citerai pas mes sources. Suivez mon regard. 134 chiffres usines à gaz. C'est le nombre de décrets d'application nécessaires pour mettre en place la loi travail. Ce qui symbolise, selon vous, la trop vieille façon de faire de la politique, ou comment transformer une intention louable en dispositif contre-productif. Deuxième chiffre, 24. Chiffre à venir gâché. C'est en pourcentage le taux de chômage des moins de 25 ans. Un chiffre qui stigmatise, je vous cite,
un immense gâchis pour les jeunes, pour les entreprises et pour la France. Et puis le troisième chiffre. Je voudrais rajouter Oui. 2 chiffres à celui-là. En Allemagne, le chômage des jeunes, c'est 7. On est à 24. En Allemagne, dans une génération de moins de 25 ans, dans les générations de moins de 5 ans, il y a 16% d'apprentis. En France, 5. Cherchez l'erreur. Peut-être réfléchir Voilà. où est l'erreur Au lien et de cause à réfléchir à la effet. corrélation entre les deux. J'ai aussi un chiffre personnel. Ah, 106. Alors 106, c'est un chiffre pour tailler la route. 106 km, voilà la distance qui sépare, si j'ai bien compté, Hossegor dans les Landes, où se situe votre maison de famille, et le fameux bassin d'Arcachon. Alors au-delà des kilomètres, c'est un chemin que vous aimez parcourir, comme un lien qui vous rattache à vos racines et qui vous aide à aborder une autre route un peu plus sinueuse et plus longue, celle de 2017. On applaudit. C'est Alain ma plage Juppé. préférée, mais elle est plus longue que ça si on C'est va vrai jusqu'à Soulac. Oh, bah Plus voilà. de 200 km. Voilà. Alain Juppé, on peut l'applaudir encore une fois. On va commencer avec le premier exercice. C'est le pitch. On vous écoute. 90 secondes, 1 minute 30. Il faut que je réponde à la question pourquoi moi, c'est ça? Par exemple, pourquoi vous? Pourquoi votre On vision? m'a appris quand j'étais jeune à être bien élevé, à ne pas vanter mes propres mérites. Mais enfin, comme vous me le demandez, je vais essayer de le faire. Eh bien, je vais vous faire un aveu, je crois que je suis l'homme de la situation. Pourquoi? J'argumente un peu. D'abord parce que je sais ce que je veux faire. J'y ai beaucoup travaillé depuis des mois et travaillé avec vous. D'innombrables réunions de travail dans les régions, souvent avec les MEDEF locaux. Et deuxièmement, je sais comment je vais le faire et je sais que c'est votre angoisse principale. OK pour vos propositions, mais est-ce qu'on peut être cette fois-ci sûr que vous irez jusqu'au bout? Et c'est donc la question de la méthode. Comment on fait? Et ma méthode, je voudrais la résumer en 4 points rapides. Premièrement, obtenir du peuple français un mandat clair en annonçant clairement la couleur avant l'élection. Les 100 jours à moi, c'est les 100 jours avant, pour dire vraiment ce que je vais faire, même si ce n'est pas toujours populaire et pas toujours sympathique. Ensuite, être prêt, avoir une batterie de textes, des ordonnances, des projets de loi pour agir vite. Troisièmement, gouverner vraiment avec des ministres durables, qui ne changent pas tous les ans, qui dirigent vraiment leur administration, qui rendent compte et qui ne sont pas exclusivement préoccupés par leur future campagne présidentielle. Enfin, quatrièmement, un mandat, et en 5 ans, on peut faire beaucoup de choses. Donc voilà, j'espère vous avoir convaincu que je suis décidé à faire ce que je dirai. Alain Juppé. Alain Juppé, qui a fait moins d'1 minute 30, donc c'est très bien. Venez nous rejoindre, Alain Juppé, à la table, non pas des négociations, mais du dialogue avec les chefs d'entreprise qui vont vous poser des questions et auxquelles vous allez répondre. Une question autour de l'emploi, une question autour de la France dans 10 ans, et puis une question en vidéo, Alain Juppé, autour de la thématique des PME et des territoires. C'est Elisabeth Ducoté qui vous pose la première question. On vous écoute. Monsieur le Premier ministre, nous sommes ici nombreux, vous le voyez, et nous sommes souvent des chefs d'entreprise qui sommes engagés dans l'industrie. C'est-à-dire que beaucoup de nos activités ici sont des activités industrielles en Europe et en France. Et nous avons tous la foi dans l'industrie de ce pays. Malheureusement, la situation était tout de même extrêmement dramatique, c'est-à-dire qu'on sait que l'industrie en 1980 représentait 25% du PIB, aujourd'hui elle n'en représente plus que 12%, division par 2. On sait aussi que l'industrie pèse aujourd'hui moins de 3 millions d'emplois salariés en France et qu'1 million d'emplois industriels ont été perdus depuis 2001. On sait qu'entre 2009 et 2012, 900 sites industriels ont été rayés de la carte, c'est-à-dire une moyenne de 10 par département en 3 ans, c'est considérable. Et nous, chefs d'entreprise, nous ne pouvons pas nous résoudre à ce que notre pays soit désindustrialisé. C'est impossible. Donc, aujourd'hui, nous voulons vous poser la question suivante. Quelles réformes engagerez-vous pour que nous puissions redémarrer, redévelopper une industrie, et pas une industrie d'hier, une industrie de demain, c'est-à-dire une industrie moderne, une industrie numérique, une industrie technologique qui nous permette de faire émerger des emplois nouveaux et en particulier à nous, les ETI, entreprises de taille intermédiaire, de continuer ce parcours industriel que nous avons commencé depuis longtemps. 5 minutes pour répondre, Alain Juppé. Vous venez de dresser le constat. Nous avons encore de
beau fleuron industriel. Alstom vient de remporter un marché très important en Amérique du Nord pour les transports à grande vitesse. Et tout à l'heure, je visitais le stand de la chimie française, qui reste encore une des chimies les plus performantes au monde. Mais le déclin est là, et il ne faut pas s'y résigner, parce qu'il n'y a pas d'économie puissante et solide sans une industrie également puissante. Vous avez noté aussi, vous avez parlé des entreprises de taille intermédiaire, et c'est un sujet de préoccupation tout à fait particulier. Nous n'en avons pas assez en France, je crois qu'il y en a moins de 5000, en Allemagne beaucoup plus. Il faut donc y attacher une importance tout à fait particulière. Quelle politique industrielle? Je ne crois pas trop dans le monde dans lequel nous vivons au plan industriel décidé par l'État pour fixer des objectifs qu'ensuite les entreprises réaliseraient. Ma politique consistera à réunir les conditions d'un retour à la compétitivité de nos entreprises. C'est ça le maître mot pour moi. Alors ça veut dire quoi? D'abord, stabilité. Très souvent, les entreprises me disent pas d'investissement parce que pas de visibilité et pas de stabilité. Et ça a été particulièrement déplorable au cours des mois et des années qui viennent de s'écouler. Une de mes propositions, c'est d'élaborer dès 2017 une loi de programmation quinquennale fiscale, pour que les entreprises sachent quelle sera l'évolution du prélèvement fiscal et du prélèvement social. Je veux regrouper l'ensemble des baisses de charges, y compris le CICE, pour en faire un dispositif simple, non pas de crédit d'impôt, mais de baisse de charges, ciblé sur l'emploi plutôt peu qualifié, parce que c'est là que sont les gisements d'emploi, et puis accompagner cette réforme d'une baisse de charges supplémentaire, 10 milliards de transferts des cotisations d'allocation familiale sur un point de TVA compétitivité. Je pense qu'il faut aussi harmoniser notre fiscalité avec la fiscalité européenne. On ne peut pas continuer à vivre avec un taux d'IS qui est de l'ordre de 38%, alors que l'Irlande doit être à 15 ou 16 et que la moyenne européenne est en dessous de 20. Donc baisser l'impôt sur les sociétés, 30% dans un premier temps, 24% pour les PME, ça fait 11 milliards d'allègement fiscal supplémentaire. Deuxièmement, visibilité, ai-je dit, mais aussi liberté et souplesse. Il faut absolument s'engager dans un puissant travail de simplification, et ça ne sera pas facile, parce que ça ne viendra pas des administrations centrales. Il faut qu'on le fasse ensemble, il faut que ça vienne du terrain. Plus de surtransposition des directives européennes par la France, et moins de frénésie normative et réglementaire, ça me paraît essentiel. Oui, de millefeuilles réglementaires, hein. Une simplification urgente, j'abrogerai le compte pénibilité, il faudra le remplacer par autre chose pour tenir compte de la pénibilité, mais on a bâti là un système ubuesque et bureaucratique. J'étais ce matin à la foire de Châlons en Champagne et les agriculteurs s'arrachent les cheveux, si je puis dire, pour mettre en œuvre ce compte pénibilité. Et puis, dans le droit du travail, il y a beaucoup de choses à faire. Je mettrai l'accent sur une de mes priorités, sécuriser le CDI. Comment? En inscrivant clairement dans la loi les motifs sérieux et réels d'un licenciement économique et en permettant au contrat de travail de se référer à ces dispositions législatives, de sorte que ce ne soit plus le juge qui, par sa jurisprudence, apprécie s'il y a un motif économique ou pas de licenciement. Enfin, je voudrais, toujours au titre de la liberté et de la souplesse, changer les relations avec un certain nombre d'administrations, l'administration fiscale. Il faut que, quand il y a une demande de rescrit fiscal, dans les 2 mois, s'il n'y a pas de réponse, il soit réputé accordé. Et il faut aussi que l'URSSAF acquiert une culture, non pas de punition, mais de conseil. On a le droit à l'erreur, on peut se tromper. Alors si on se trompe trop souvent, après ça devient autre chose qu'une erreur. Enfin, troisièmement, le financement du développement de nos entreprises, des ETI tout particulièrement. Je veux que l'épargne française revienne s'investir dans les entreprises françaises. Et aujourd'hui, elle s'en va. Et on en a des témoignages multiples. Alors, quelles mesures? Premièrement, je me suis engagé à abroger l'ISF. Je sais ce que vous me reprochez, j'en ai déjà parlé ici l'année dernière. Voilà, j'ai un lourd passif dans ce domaine. J'étais le ministre du Budget qui a abrogé l'IGF en 86, mais ça, vous l'avez oublié. Ce que vous n'avez pas oublié, c'est quand je l'ai aggravé en 95, une fois que Rocard l'avait rétabli. J'ai fait une connerie, c'est sûr, et donc cet impôt, même s'il est difficile de faire comprendre à nos concitoyens pourquoi il faut l'abroger, est un impôt contre-productif, il faudra l'abroger. Il faudra revenir, je parle vite parce que voilà, ça tourne, il y a une taxation forfaitaire des plus-values de cession de l'ordre de 1/4, 24 à 25% compte tenu de la durée de détention, et idem pour les dividendes. Et puis enfin, je sais que dans les ETI, je tiens beaucoup à la force des ETI familiales. Je regardais l'autre jour les chiffres sur la Vendée. En Vendée, il y a 5% de chômage. Il y a un tissu industriel remarquable parce qu'il y a beaucoup d'entreprises familiales, donc c'est possible. Et la succession dans les entreprises familiales est un vrai problème. Donc j'allais discuter avec le METI et je pense que l'idée de suspendre le paiement des droits tant que l'argent reste dans l'entreprise est une bonne idée qu'il faudra mettre en valeur. Voilà. Voilà un peu mes priorités. Je voudrais ajouter que
l'addition n'est pas négligeable, hein. Je ne vais pas faire de publicité comparative par rapport à mes concurrents, mais enfin, ça fait 28 milliards d'allègements fiscaux, donc maîtrise de la dépense publique, mais le gong a sonné, donc je ne vous en dirai pas plus. Voilà. Merci Alain Juppé pour cette réponse. Une autre question, avec 5 minutes maxi de réponse à Alain Juppé. Elle est signée Jean-Louis Chaussade. Écoutez, moi, Monsieur le Premier ministre, vous avez placé votre campagne sous le signe de ce que vous avez appelé l'identité heureuse. Et il me semble que l'identité heureuse, ça s'applique aussi à l'ambition collective que nous pouvons avoir pour la France. Et je voudrais savoir comment vous envisagez de recréer la dynamique industrielle, l'enthousiasme dont nous avons besoin, qui fut celle des 30 Glorieuses, et comment, en particulier, profiter de ce qui s'ouvre devant nous, à savoir la transition énergétique et environnementale, domaine d'excellence d'un certain nombre d'entreprises françaises, et au fond, comment le faire chez nous et comment le promouvoir à l'international, et avec ça, créer de nombreux emplois. Vous avez parlé des 30 Glorieuses. Eh bien, il ne faut pas se raconter d'histoire, on ne retrouvera pas les 30 Glorieuses. Et il nous faut inventer aujourd'hui un nouveau modèle de développement et un nouveau modèle de croissance qui nous permettra de retrouver la croissance, mais dans des conditions différentes. La première caractéristique, et je sais que vous y attachez beaucoup d'importance, de cette nouvelle croissance, c'est qu'elle substituera le recyclage au gaspillage. L'économie circulaire à l'obsolescence rapide qui aboutit également au gaspillage. C'est en cours. Ce secteur se développe puissamment, je le vois sur mon propre territoire, et les initiatives locales peuvent permettre de développer cela. J'ai signé à Bordeaux la charte zéro gaspillage, zéro déchet. J'ai visité dans la Haute-Loire récemment une usine qui recycle 100% des déchets collectés par les collectivités. Et je vais mettre en place, c'est très difficile à Bordeaux, la tarification incitative. Ça veut dire quoi? C'est qu'on ne facturera pas les déchets désormais à la valeur locative de la maison, mais au poids déversé dans le bac. Donc voilà toute une série d'initiatives locales pour aller dans le sens de cette maîtrise des déchets et de la lutte contre le gaspillage. Mais ce n'est pas la seule caractéristique de cette nouvelle croissance. D'abord, elle doit être plus sobre. Des ressources rares, l'eau, l'énergie. La politique énergétique est un enjeu extrêmement important. On ne se passera pas de l'énergie nucléaire dans les décennies qui viennent. Il faudra prolonger nos centrales en fonction des décisions de l'autorité de sûreté nucléaire. Mais il faut par ailleurs développer les énergies alternatives puissamment. On me faisait remarquer récemment que dans les sources d'énergie qu'utilise la France, l'électricité, on parle toujours du nucléaire et de l'électricité, ce n'est pas majoritaire. 70%, c'est les hydrocarbures. Donc il faut s'attaquer à ça, d'abord par des économies d'énergie. Le bâtiment, dans les nouveaux bâtiments, ça marche. On fait des choses qui sont à énergie positive. Dans l'ancien, on a un considérable retard dans la rénovation thermique de nos bâtiments. Et là, il y a du travail. Il y a du travail pour un marché pour les entreprises, hein, c'est bien placé d'ailleurs. Un marché considérable pour les entreprises. Et on n'arrive pas à déclencher ce mouvement malgré les annonces qui sont faites. La circulation aussi, bien entendu. Le troisième volet de cette nouvelle économie, donc circulaire, sobre, c'est la technologie. Ce sont les technologies numériques qui vont tout changer. La façon dont nous allons produire, plus décentralisé, on va produire de l'énergie chacun chez soi, bien entendu. Moi, je suis fasciné par les imprimantes 3D, qui vont permettre de produire chez soi beaucoup de choses et qui vont changer là aussi les conditions de production. On va changer les conditions de consommation, l'économie du partage, qui apporte des solutions formidables à condition de rétablir des règles à peu près correctes. Je pense notamment à tout ce qui tourne de Airbnb. Airbnb, quand c'est un particulier qui loue sa maison comme ça, quand il est absent, c'est très bien. Quand c'est de véritables entreprises commerciales qui achètent des immeubles entiers pour les mettre là-dessus, il va falloir dire, il faut payer la taxe de séjour aussi. Voilà. Donc, et puis enfin, tout va changer dans le domaine de la santé, l'e-santé, de la médecine, de l'enseignement, l'éducation, du commerce et peut-être de la démocratie aussi. Donc je crois puissamment à cette révolution technologique qui est devant nous, à condition d'en maîtriser les effets sur l'emploi. Et ça, personne aujourd'hui n'est vraiment capable d'apporter une réponse à cette question. Est-ce que ça va en créer plus ou en supprimer plus? Soyons confiants. Hein, comme à chaque révolution industrielle, essayons de voir ce qu'on peut créer en plus. Il faut s'y préparer dès les
le plus jeune âge. Donc il faut apprendre le codage à nos enfants. Et ensuite, il faut développer les filières de formation dans des secteurs où nous sommes déjà déficitaires. La France est déficitaire en data scientist, par exemple. Il faut donc développer ces formations et y attirer les jeunes femmes qui ne sont pas encore assez présentes dans les métiers de l'informatique et dans les métiers des mathématiques. Voilà la révolution qui est devant nous. Moi, ça me fascine, ça me passionne. Il ne faut pas en avoir peur, il faut être les pionniers. On n'est pas très bon. La France est 26e sur 28 dans l'équipement en très haut débit du territoire. 26e sur 28 dans l'Union européenne. On a un gros retard à rattraper et pourtant, on a la matière grise, on a les compétences, on a les ressources humaines. Donc c'est un secteur de développement qui, pour moi, sera majeur pour la nouvelle croissance. Alain Juppé. On va passer à la troisième et dernière question. Alain Juppé, c'est une question qui nous vient des chefs d'entreprise en région. Elle concerne les PME, les territoires. On l'écoute tout de suite. C'est Nicolas Canel, directeur général de Notillon Assurance. Aujourd'hui, malheureusement, j'ai abandonné un peu l'idée de recruter des gens avec des compétences. Ce que je recherche principalement, ce sont des gens qui ont envie. Et je pars du principe qu'avec l'envie, la compétence s'acquiert et que l'entreprise est là pour accompagner. Aujourd'hui, pour installer l'envie, je pense qu'il faudrait s'attacher à enseigner l'économie avec beaucoup de pragmatisme dès le plus jeune âge. On est dans le pays de Jean Tirole, de Thomas Piketty, on a des économistes de renom, capitalisons sur ces compétences pour former nos jeunes. Donc ma question est simple, à quand l'apprentissage de l'économie de la baguette de pain dès le primaire en France ? Professeur Juppé. Vous savez l'importance que j'attache à l'éducation. J'ai écrit quelque part que c'était la mère des réformes. Et j'en suis toujours convaincu parce que c'est là qu'on commence à corriger les inégalités dont souffrent nos enfants. C'est là qu'on forme leur jugeote et leur esprit critique, et Dieu sait si on en a besoin par les temps qui courent. C'est là qu'on va aussi commencer plus tard à les préparer à leur vie professionnelle. Alors, enseigner l'économie, certes, je vous rappelle quand même qu'on commence par lire, écrire et compter. Hein. Voilà, les bases, donc le socle. Ce qui n'empêche pas, bien sûr, qu'il faut ensuite nourrir davantage les programmes. Je sais que les chefs d'entreprise s'interrogent souvent sur la façon dont on enseigne l'économie à l'école, avec inquiétude, hein, en se disant est-ce qu'on ne véhicule pas encore des idées d'un autre temps ou d'un autre siècle ? C'est une question qui se pose. Il faudra être vigilant sur les livres scolaires. Moi, ça ne me choquerait pas qu'on consulte le monde de l'entreprise sur la façon dont les grands concepts de l'économie sont présentés dans les livres scolaires. La vraie vie, quoi. La vraie vie, oui, parce qu'il y a parfois encore des schémas qui datent, quand je dis du siècle dernier, je suis généreux, c'est plutôt du 19e, voilà. Mais au-delà de tout ça, ce qui est très important, c'est de changer l'image de l'entreprise dans le monde éducatif et évidemment dans le monde de nos enfants. Alors, il y a 2 ou 3 idées qui me paraissent intéressantes. D'abord, il faut que les profs connaissent mieux l'entreprise. Je ne sais pas ce que vous pensez de l'expérience qui a été tentée, prof en entreprise, dans un certain nombre d'académies. Hein, on envoie des professeurs passer plusieurs jours en entreprise et ça donne des résultats surprenants. Hein. Un certain nombre d'idées préconçues ou de préjugés s'effondrent au bout de 2 ou 3 jours. On se rend compte que l'entreprise n'est pas le lieu d'affrontement permanent du patron et du salarié. Et donc je crois qu'il faudrait développer ces formules qui n'existent aujourd'hui que dans quelques académies. En sens inverse, je pense qu'il faut faire venir les entreprises dans les établissements scolaires. Pour moi, aujourd'hui, je l'ai dit tout à l'heure, une des grandes faillites de notre système, c'est notre incapacité à développer l'apprentissage et les formations d'alternance. Et il y a des blocages culturels dans les familles et de l'éducation nationale. J'étais ce matin à la foire de Châlons en Champagne, où il y avait beaucoup de monde qui se succèdent. Hein. Et je rencontrais la chambre de métier, des CFA, et ils m'expliquaient qu'ils vont déjà, et c'est une excellente initiative, au collège, dès la classe de 5e, expliquer aux parents et aux élèves et aux enseignants aussi quelles sont les possibilités dans les métiers, ce que c'est vraiment qu'un métier, parfois un métier manuel, il n'y a pas de sous-métier, c'est bien connu, il faut qu'on revalorise l'image de ces métiers et les filières de formation en alternance. Ma troisième idée pour améliorer la formation de nos jeunes, c'est bien sûr de mieux les orienter à la fin du secondaire. Aujourd'hui, on est dans une hypocrisie nationale extraordinaire, entrée libre à l'université, pas de sélection, sauf que le couperet tombe 2 ans après par l'échec. Il faut arrêter ça, il faut mettre en place une vraie orientation sélective de nos jeunes pour qu'ils ne se fourvoient pas dans des formations où ils n'ont rien à faire. Je pense aux titulaires de Bac Pro. Il y en a quelques-uns qui vont à l'université pour faire une licence. Pas beaucoup, je le reconnais, mais quelques-uns. Vous savez quel est leur taux d'échec ?
plus de 95%. Il ne faut pas laisser faire ça. Il faut les orienter vers des BTS, vers des IUT, vers des formations professionnelles qui les préparent à un métier. Et enfin, il faut entretenir, parce qu'il existe, l'esprit d'entreprise chez nos jeunes. C'est ça la meilleure façon de réconcilier l'éducation et la jeunesse. Cet esprit d'entreprise existe. Je suis frappé de voir, pas uniquement ici, ou à ESSEC, ou à Dauphine, ou à Assas, quand je vais devant des publics de jeunes, et ça m'arrive souvent, je suis frappé de voir un peu partout cette volonté de se lancer dans la création d'entreprises, de créer des start-up. Le statut d'auto-entrepreneur, qui est très critiqué par certains, a au moins le mérite de permettre aux jeunes de s'engager dans ce processus. Il faut absolument les encourager, les aider, les accompagner sous des formes nouvelles. Là encore, je fais état de mon expérience de ce matin. J'étais dans un lieu de coworking. Pardon, Madame Jean, cher Michael, dans un lieu de travail collaboratif. Voilà, c'est comme ça qu'il faut dire. Et il y avait une dizaine de jeunes qui étaient en train de travailler là sur leur ordinateur. Et je dis à l'une d'entre elles, mais pourquoi est-ce que vous ne travaillez pas chez vous? Pourquoi vous venez travailler là, dans ce lieu où il fait chaud? Parce que chez moi, je suis toute seule. Ici, je discute, je parle avec mes collègues, Création de liens. je soutiens, j'échange des idées, ils m'aident sur un certain nombre de sujets, juridiques, comptables, financiers. Et donc, ça aussi, cet accompagnement de nos starters, des incubateurs, des pépinières d'entreprise, ça fait partie aussi de la réconciliation entre le monde de l'entreprise et notre jeunesse. Et je crois que cette réconciliation, elle est possible. Boum, ça y est, c'est le gong, voilà. Presque. Merci. Mais en tout cas, merci de votre concision. Alain Juppé, que je vous demande d'applaudir encore une fois. Alain Juppé, on va se diriger vers le devant de la scène pour votre vision de la France en 2 minutes. Vous êtes face à l'assistance et on va vous écouter avec beaucoup d'attention pour ces 2 dernières minutes. En aussi peu de temps, je n'ai naturellement pas pu vous présenter l'ensemble de mon projet et toutes les mesures techniques que j'ai mises au point. On en reparlera, bien sûr. Mais le plus important, ce n'est peut-être pas l'accumulation de ces mesures, c'est le sens qu'on leur donne. C'est par cela que je voudrais finir avec un mot qui est pour moi le mot-clé, qui est le mot d'espérance. Je veux faire lever dans ce pays une espérance. Et je vais me battre contre les pisse-vinaigres qui n'arrêtent pas de dénigrer tout ce qui se passe en France. Je vais me battre contre les prophètes de malheur qui nous disent que notre pays est condamné au déclin et qu'il est incapable de se réformer. Je vais me battre contre les démagogues qui accentuent les tensions et les peurs qui existent dans ce pays. Est-ce que vous avez, Je vous pose à mon tour une question. Est-ce que vous avez jamais vu qu'on redresse une entreprise en difficulté en promettant à ses salariés que les efforts qu'on leur demande ne seront pas payants et que demain, ils seront plus malheureux qu'aujourd'hui? C'est le même problème pour la France. Bien sûr qu'il y a des réformes difficiles à faire comprendre, à faire accepter, mais il faut vraiment que nous convainquions les Français que c'est pour aller vers un avenir meilleur, et c'est pour ça que j'utilise ce mot d'espérance. Parce que je crois dans les atouts de la France. Je crois que la France est un pays formidable et qu'à condition de mettre en œuvre un certain nombre de réformes, elle peut retrouver le rang qui doit être le sien, c'est-à-dire un des tout premiers, pourquoi pas le premier, en Europe et dans le monde. Je tracerai 3 grandes directions dans mon projet, parce que je n'ai pas le temps d'entrer dans le détail. D'abord, donner à tous nos jeunes les meilleures chances de réussir leur vie. L'éducation doit être un correcteur d'inégalités et doit remettre en marche l'ascenseur social dans ce pays. Ensuite, reconstruire un État. On dit parfois que je suis étatiste. Non, je ne suis pas étatiste. Ça fait longtemps que je suis sur le terrain et je sais quelle est la réalité du terrain. Mais je veux un État qui ait l'autorité suffisante pour rassurer les Français et assurer leur sécurité. C'est le gong déjà? Ah ben zut alors. Oui, mais vous pouvez continuer. Là, je vais déborder un peu. Le troisième, c'est le plein emploi. Et pour cela, remettre l'entreprise au cœur des politiques de l'emploi. On peut arriver au plein emploi. Et on va y arriver. Et enfin, le maître mot, c'est confiance. Il faut que les Français retrouvent confiance en eux, dans les autres, c'est ce que j'appelle l'identité heureuse, dans l'avenir, dans l'innovation. Et je vais vous faire une proposition. Si on se faisait confiance, je sais que les chefs d'entreprise n'ont pas grande confiance dans les politiques. Et il arrive aux politiques de s'interroger sur les chefs d'entreprise. Il faut sortir de cette méfiance réciproque, travaillons ensemble, faisons-nous confiance, et c'est comme ça qu'on redonnera une espérance à notre pays. Alain Juppé.
Dernier exercice pour Alain Juppé, avec la tablette qui ne fonctionne pas. Alors j'appelle Cyril. Attendez, ce sont les aléas du direct, Alain Juppé. Ou alors vous savez ce que vous allez faire? Des mots écrits valent aussi des mots prononcés. Et on va vous écouter. Pour terminer, je ne vais pas vous surprendre. Le mot que j'ai choisi, c'est confiance. Et vous le savez, c'est la clé de tout. Merci. Alain Juppé. Le président Gattaz qui vient vous saluer, vous remercier.